Allez, Bezrat Hashem, on est en direct. Ok, avec l'aide de Dieu, tous les mardis. Ok, avec les tireurs d'élite. C'est votre surnom? Voilà. Baruch Hashem. On va, avec l'aide de Dieu, comme d'habitude. Hein. Moi, j'ai rien préparé. Parce qu'il y a tellement de trucs à dire quand on étudie la Torah et sur la vie en général. Donc, si vous avez des questions, Rabbi Stéphane. Rabbi David, c'est mieux, Rabbi David. Tu vois, Rabbi Ishaï, David, Ishaï, ça va bien ensemble. Baruch Hashem. Donc voilà, Rabbi David. Alors, c'était quoi ta question? Oui. Et d'un autre côté, Rabbi Nachman de Breslev, il parle de beaucoup des Meforsamim Shel Sheker, des rabbanim qui sont faux et qui font du n'importe quoi. Ah, la guerre, dès le début. Bezrat Hashem. Alors, on va y aller. T'as vu? Il a posé la question avant qu'on fasse la vidéo, mais t'as vu comment je la rends dramatique pour les gens qui regardent? Genre, je suis pas au courant. C'est extraordinaire, non? Tu te rends compte de la gueule des bris tunisienne, là, tu vois? C'est un métier, quoi. Il avait changé de question. Bon, Hachem. Attends, il aurait pu. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va? On va reprendre, Bezrat Hashem. Donc, il est marqué, Chachamim nous enseigne, Aseh les Charav, les Chachaver. Ça veut dire, tu dois te faire un Rav, d'accord? Le Rav Mordechai Eliyahu Zecher Tzadik Kadosh Livracha nous avait enseigné, une chose qui était très importante, c'est qu'en réalité, dans la vie, il vaut mieux avoir un seul Rav pour tous les sujets de la vie. D'accord? Aujourd'hui, on voit des gens qui ont un coach, parce que maintenant, il y a les coachs de vie. D'accord? C'est bien. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien, comme partout, comme dans toutes les corporations, dans tous les métiers. Il y a des gens compétents, des gens moins compétents, c'est à nous de savoir nous encadrer. Mais bon, il y a des gens, ils vont voir le conseiller conjugal, le rabbin spécialisé du Shlom Bayit, le rabbin spécialisé dans le règlement des différends, le rabbin spécialisé dans la lecture de la Torah, le rabbin spécialisé, etc., etc., etc. Bon bref, différents corps de métier, d'accord? Donc, entre guillemets, alors que le Rav Mordechai Eliyahu, lui, il explique, il dit, tu prends un Rav qui soit posek halacha, qui soit décisionnaire, qui connaisse bien la halacha, d'accord? Bonjour, ça va? Baruch Hashem. Donc, qui soit décisionnaire, d'accord? Et dans tous les sujets de ta vie, tu vas vers ce Rav-là, d'accord? Et c'est important en réalité. Pourquoi c'est les Charav? Pourquoi c'est important? Parce que le Rav, il doit te connaître. En réalité, il y a beaucoup de questions dans la vie personnelle, dans l'éducation des enfants, dans les questions de Shlom Bayit, où il n'y a pas d'alacha écrit noir sur blanc. Il faut savoir s'adapter aux gens qu'on a en face de nous, d'accord? Même aujourd'hui, en matière de cacheroute, on en a parlé un petit peu à la fin du cours la semaine dernière, d'accord? En matière de cacheroute, il y a différentes théoudotes de cacheroute, il y a différents niveaux de surveillance de cacheroute. Donc quand quelqu'un te pose une question sur la cacheroute, il faut savoir qui t'as en face de toi. Tu comprends ce que je veux te dire? Quels sont les hidurim, les mesures de grande piété que la personne a déjà prises sur elle, d'accord? En tant que vœu, en tant que néder, dans sa façon de manger cachère, d'accord? Et savoir lui répondre par rapport à cela. Donc encadrer la personne dans la façon qu'elle a choisi d'accomplir Torah ou Mitzvot, entre guillemets. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une proximité avec un Rav. Alors aujourd'hui, je sais qu'il y a la possibilité de poser des questions via des numéros de téléphone et des sites internet, Ishtabar chez Molad, 24h/24, mais on ne connaît pas la personne qui est de l'autre côté. On ne sait pas si c'est un Dayan. S'il dit qu'il est Dayan, est-ce que c'est un vrai Dayan? D'accord? Je suis désolé d'en parler parce qu'on va arriver à Rabbi Nachman. D'accord? Des fois, ça peut être un Kolelman qui n'a pas toutes les connaissances qu'il faut. Des fois, c'est même pas un rabbin. On ne sait pas qui nous répond. Je ne suis pas en train de critiquer ou de parler d'un site ou d'un autre. C'est-à-dire, il vaut mieux savoir qui est la personne qui nous répond et être sûr que ce soit bien cette personne. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un rapport de proximité avec les rabbanim. D'accord? Pour ça que les cours sur Internet, c'est bien. Mais des fois, quand on regarde un cours sur Internet, et j'arrête pas de le dire, des fois, la personne, lorsqu'elle parle, pense une certaine chose. D'accord? Et nous, quand on regarde le cours, on peut comprendre autrement. D'accord? Autre chose, parce qu'il nous manque peut-être une notion, ou parce que la personne s'est mal exprimée, ou parce que nous, on comprend mal et que notre cerveau, il ne fonctionne pas très bien. Ça arrive. D'accord? Donc, maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est important d'avoir une proximité avec un Rav. Le Rav Mordechai Eliyahu expliquait, un Rav qui connaît tous les sujets de la vie, qui peut t'aider en matière d'éducation de tes enfants, d'accord? Qui peut t'aider en matière de Shlom Bayit. Et dans Masechet Avodah Zara, ce qui est très intéressant, d'accord, c'est qu'on te dit comment choisir un Rav. C'est intéressant qu'on choisit Masechet Avodah Zara pour en parler. Là, on parle d'idolâtrie. Il ne faut pas idolâtrer un Rav. Ça, c'est premièrement.
Mais le Rav, de l'autre côté, on dit qu'on doit vérifier sa façon de manger, sa façon de parler, sa façon de se comporter. Si à tes yeux, il se rapproche de ce que tu définis comme étant un ange, alors tu peux le prendre comme Rav, entre guillemets. D'accord? On le voit, le Rav, avec sa famille, avec ses enfants. Alors des fois, c'est pas évident, parce qu'il y a des rabbinim, des fois, qui sont des gens très bien avec leurs épouses, etc. Et puis les enfants qui ont des fréquentations en dehors de la maison et qui partent un peu en vrille. Comment le rabbin, il gère son fils qui part en vrille? Voilà. Moi, j'ai des amis rabbinim à Netanya qui ont vécu un enfer avec leurs enfants, parce qu'ils ont voulu faire grandir leurs enfants à Netanya, et ça a été compliqué pour eux en tant que rabbinim. Et quand leurs enfants sont partis en vrille, ou certains parmi eux sont partis en vrille, eh ben, il y a les rabbins qui sont partis en vrille avec leurs enfants, et j'en connais, mais il y en a peu. Et il y en a d'autres qui ont su gérer leurs enfants et les ramener vers le droit chemin. D'accord? Minimiser la casse, entre guillemets. Donc c'est important de voir à qui on a affaire, comment il se comporte. En famille, avec sa femme, avec ses enfants. Tu peux pas avoir un rave qui va te parler de Shlom Bayit, et à la maison c'est un tortionnaire avec sa femme. Pourtant on a eu un cas comme ça. Et on a eu plusieurs cas comme ça. De rabbanim spécialisés en Shlom Bayit qui battaient leurs femmes. De rabbanim... Vous pouvez pas le savoir. Nous, les rabbanim, les dayanim, une fois le Rav Marpoud, il m'a appelé il y a 12 ans de ça, pour un monsieur qui était spécialisé en cours de Shlom Bayit, un des grands spécialistes du Shlom Bayit, entre guillemets, d'accord? Et c'était un monsieur, mais qui maltraitait sa femme et ses enfants, mais de façon phénoménale. C'est-à-dire, quand c'est sorti, on s'est dit, mais comment c'est possible? Donc maintenant, il faut faire attention. Et là-dessus, on arrive à ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, il faut faire attention, mais fursimé sheker. On dit quoi? On dit que il faut savoir une chose. Il faut savoir que lorsqu'un rabbin, il peut avoir une notoriété, d'accord? Il faut savoir que réellement, on dit que très souvent, Akadosh Baruch Hu, il envoie le jvah, il fait pour un autre. C'est-à-dire, il envoie le fait qu'on louange la personne avant de lui faire payer ses fautes. Donc, on fait monter quelqu'un en haut, en haut, en haut, en haut, d'accord? Tout en haut, ok? Et une fois qu'il arrive en haut, on dévoile la vérité au plus grand nombre. Shlomo HaMelech, il dit, Baal Tarbulot Basof Idgale. Celui qui fait des combines, à la fin, ces combines, elles vont tout le temps se dévoiler. À qui ce n'est jamais arrivé d'avoir dit un tout petit mensonge de rien du tout à sa femme, un homme, ou une femme, un tout petit mensonge de rien du tout à son mari. Mais après, on ne sait plus comment se sortir de son mensonge. Et sur un mensonge, on rajoute un petit mensonge, et un petit mensonge, et encore un petit mensonge. Oui? Un truc simple. Le mari veut se faire plaisir. Oui? Il est parti s'acheter le dernier téléphone. Téléphone maison. Oui? Bon, ok. Il voulait appeler E.T. Je suis désolé des références. Mais bon, on ne peut pas se refaire. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, E.T. téléphone maison, on a tous compris. Elle est nulle, hein? Il est où Timothy? Alors viens, on reprend l'histoire. Viens, on revient dans le cours. Arrête avec ton E.T. Reviens. Qu'est-ce qu'on voit, Baruch Hashem? On voit tout simplement, hein, ici, qu'il y a une chose qui est extraordinaire. Le mari, il a voulu se faire plaisir, il s'est acheté le dernier téléphone. Il rentre à la maison, il dit à sa femme, chérie, je l'ai trouvé en super affaire le téléphone. Je l'ai payé au tiers du prix. Oui? Et la femme a dit, ok, d'accord. Et le mari, khmar, il a payé avec la carte bleue. 3 mois plus tard, la femme elle vérifie, il y a la société de carte bleue qui appelle, d'accord, pour lui proposer un crédit. Et on lui dit, madame, si on vous donne le crédit, parce qu'ils adorent faire ça, les sociétés de carte de crédit, hein, d'accord, t'appeler pour te proposer un crédit qui est plus cher que le crédit qu'on va te proposer à la banque, qui très souvent n'a pas de Eteriska en plus, les crédits qu'ils te proposent, ces sociétés-là. Faut faire attention à toutes ces choses-là, d'accord? Donc il n'y a pas de Eteriska, il n'y a pas d'accord halachique, donc au niveau de la loi juive, pour être garanti que les taux d'intérêt que tu vas payer vont servir aux frais de fonctionnement de la société, au paiement des employés. D'accord? Voilà, exactement. Donc il y a des contrats entre les sociétés et les particuliers. Voilà. Maintenant, venez, on continue. Il va continuer le rabbin, Bezrat Hashem. Donc ils appellent. La femme, elle est partie vérifier la Miss Guérette. On lui dit, si tu fais ça, ta Miss Guérette. Elle dit, bon, je vais vérifier l'historique. Elle remonte 3 mois en arrière. Elle se rend compte que le téléphone, il a payé le prix un peu plus cher même que le prix normal. Il a menti. Qu'est-ce qui va lui arriver à ce mari? Non. C'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'à la fin, tu veux faire des embrouilles, ça se dévoile. Ce qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait quoi? Il fait qu'une personne qui veut se mettre en avant, parce que Tmanik, c'est un tzaddik. Je dis bien Tmanik, hein. Il veut jouer le tzaddik. Il passe son temps à critiquer les autres. C'est quelque chose de très grave. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas ça. On rappellera que Moshe Rabbeinu,
pour avoir critiqué le peuple d'Israël qui se rebellait dans le désert. Un peuple, 10 fois ils se rebellent. Ils ont fait la faute du veau d'or. C'est une bande de... Ils se plaignent. Au milieu des déserts, il y a la manne qui descend, ils disent, oh là là, on en a marre. Et ils le disent, hein. Ça nous manque, les courgettes, les pastèques, les oignons, dans le pasouk, les oignons d'Égypte, ça leur manque. Les mecs, ils en peuvent plus. Ils veulent les courgettes, les courges, les pastèques, les oignons en Égypte. Ils en ont marre de la manne dans le désert. Il a affaire à une bande de numéros. Il les critique. Il s'énerve. Quand on lui dit, hé, dis-moi, parle au rocher. Parce qu'à la mort de sa sœur Myriam, le puits de Myriam qui était un rocher, c'est intéressant pourquoi on appelle ça un puits, mais bon, d'accord. Donc le Be'er Myriam, la source de Myriam en réalité, d'accord, tout simplement, qui était un miracle extraordinaire. C'était un rocher qui suivait les Israël dans le désert, qui était en lévitation. Et là où il s'installait, par le mérite de Myriam, le rocher se posait, tous les chefs de tribu venaient et faisaient un sillon dans le sable jusqu'à leur campement, et dans chaque sillon commençait à couler l'eau, et dans cette eau-là extraordinaire, il y avait des fleuves qui se formaient dans le désert. Et pour aller d'un campement à l'autre, le Midrash nous rapporte qu'ils étaient obligés de traverser avec des barques. Ils avaient des barques pour traverser les fleuves. Et au bord de ces fleuves-là, il y avait toujours des oasis qui poussaient. Ça faisait oasis, comme dans le truc là. Hein? Je sais plus. Alors maintenant, avec des arbres, etc. C'est un truc de fou, c'est un miracle de fou. Et quand elle est morte, Myriam, le rocher... Il est parti, il a disparu, il est arrivé dans une montagne. Dieu a dit à Moshe, parle au rocher. Il a voulu montrer au Bni Israël que c'était lui le patron. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. On lui a dit, pour ça tu ne vas pas rentrer en Israël. Pourquoi tu ne vas pas rentrer en Israël? Parce que tu as cru quoi? Tu as cru que tu devais éduquer les Bni Israël avec force, mais tu leur expliques les choses, ils finiront par comprendre. De là, tu apprends un klal en éducation. Tu apprends tout simplement qu'un enfant, tu peux lui crier dessus, tu peux lui frapper dessus tant que tu veux. C'est pas ça qui va lui faire entrer les bonnes idées dans sa tête. C'est ça qui va l'endurcir. Alors qu'en restant calme, et en parlant, en discutant, et en cherchant à avoir un dialogue avec un enfant, et en lui démontrant à travers le dialogue que peut-être que toi, en tant que père, en tant que mère, tu connais un peu mieux la vie que lui, tu as un peu plus de culture générale, d'accord? Tu sais pourquoi il vaut mieux manger certains aliments plutôt que d'autres. Oui, quand toi-même tu sais pourquoi. La différence entre lipides, glucides et protéines et tous ces trucs-là. D'accord? Donc, en réalité, quand tu montres à un enfant que tu as une certaine chorma, une certaine intelligence, il finira par t'écouter. S'il voit en plus que tu es calme, mais quand tu y vas avec force. Et c'est les reproches qu'on fait à Moshe. Moshe qui a critiqué les Bnei Israël, on l'a empêché de rentrer en Israël, à cause de ça, en réalité. Et Eliyahu Hanavi, à son époque, tout le monde faisait Avodah Zara. Les Juifs ne pratiquaient même plus la circoncision. Il a critiqué les Bnei Israël, qui était une bande de chlachali à l'époque. Hein. À côté de ça, ce qui se passe aujourd'hui en Israël à Netanya, on est tous des tzadikim. À côté de la génération d'Eliyahu Hanavi, ce qu'ils ont fait les Juifs à l'époque. C'était quelle génération, Eliyahu Hanavi? C'était la génération d'Eliyahu Hanavi. Bon, alors bref, à l'époque des prophètes. Bien, on continue. Oui, il y a longtemps, bien sûr qu'il y a longtemps. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que ici, on voit quoi? On voit justement que Eliyahu Hanavi, parce qu'il a critiqué les Bnei Israël, il a été puni. Donc nous, qui on est pour critiquer les Bnei Israël? Qui on est pour critiquer les rabbanim? Le Rav Nachman de Breslev, il faut savoir que l'écouté Moharan ne s'adresse pas aux non-religieux. Hein. À la base, c'est pas un livre qui a été écrit pour nous. Aujourd'hui, on fait Teshuvah, on va à Rosh Hashanah à Ouman. Hein. C'était pas ça du tout. C'était un sefer qui s'adressait à ces chassidim, qui avaient tous normalement un très bon niveau de pratique. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, méfie-toi des méfoursemés sheker. Fais attention, toi, de ne pas tomber dans ce piège. Que, au nom de ta gava, on a des hommes qui, dans tous les domaines, au nom de leur orgueil personnel, ont besoin de se mettre en avant. Ils ne se mettent pas en avant parce qu'il y a un besoin qui se fait ressentir. D'accord? Ils ne se mettent pas en avant parce qu'il y a besoin d'aider leur âme. Ils se mettent en avant parce qu'ils s'aiment s'écouter, parler. D'ailleurs, quand vous leur parlez, ils se vendent. C'est the best of the best. Ils savent tout, mieux que tout le monde. Ils ont passé les meilleurs diplômes que tout le monde. Et ils savent tout faire mieux que tout le monde. Alors que moi, je vais vous expliquer. J'ai connu des grands-mères, qui avec leur confiture et leur marmelade et leur embrouille de grand-mère, savaient mieux soigner les gens
de tendinite que des grands professeurs en médecine. Donc ça veut absolument plus rien dire vos histoires. Oui? Pendant longtemps, on a dit quoi, les hommes? Quand on allait, vous vous souvenez des cours de PS, quand on devait courir, on dit d'abord tu cours avec le talon en premier, après la pointe du pied, et la pointe du pied, tu viens, tu te projettes. Mais d'abord le talon, oui? Maintenant, ils ont fait des chaussures minimalistes. Ils appellent ça des five fingers. Tu vois, les chaussures, c'est des gants avec tous les orteils. Oui? Et ils courent sur la pointe des pieds, comme les aborigènes. Parce qu'ils ont découvert en réalité qu'en courant sur la pointe des pieds, t'abîmes moins tes tendons, t'abîmes moins tes genoux, t'abîmes moins ton dos. On est en 2018. Ils se sont rendus compte de ça il y a quelques années. Donc tu vois, quand tu écoutes les médecins, vas-y, cours sur la pointe, cours sur ton talon. Ah non, ça fait mal le talon. Ah, tu sais quoi, t'as une tendinite? Alors mets des semelles pour soulever le talon. T'es en train de te tuer le pied. Pour soigner ton tendon, t'es en train de te dérégler la cheville. Tu vas te dérégler le genou. Il y a rien. Il n'y a rien qui fonctionne à 100%. Donc de la même façon, on a des gens qui, par orgueil, c'est le meilleur médecin. Il dit que sa chita, c'est la même chose. Quand à une époque, les gens disaient, t'as mal au dos, viens, on va te faire une infiltration. L'infiltration, aujourd'hui, on sait que les gens, ça les rend dépendants. Et que c'est une catastrophe après quand on commence à rentrer là-dedans. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, je suis désolé de rentrer un peu dans tous les détails, de partir un peu dans tous les sens, mais de la même façon, tu as quelqu'un d'orgueilleux dans son domaine. Il va te dire au nom de son orgueil que lui, c'est mieux que les autres. Mais pour ces méchékers, c'est des gens qui sont mis en avant parce qu'ils se mettent eux en avant, parce qu'ils cherchent à se mettre eux-mêmes en avant, parce qu'ils vont vous faire de la politique. Non, Rabbi Nachman, il dit pas ça. Attends, je peux terminer? Tiens, tu vas voir. Tu vas voir ce qu'il te dit, Rabbi Nachman. Ok? Une minute, m'énerve pas. On voit quoi, tout simplement? On voit tout simplement que les gens qui se mettent en avant, d'accord, pour leur kavod, eh ben c'est des gens à la fin qui eux ne cherchent que ça. Et à la fin, ils vont te détourner de la Torah pour t'attirer à eux, parce qu'ils font du populisme. C'est ce qu'on appelle des gens qui vont toujours te donner la bonne réponse. Dans les milieux des Batéora et des Rabbanim, on appelle ça le Rav Kaspomat. Ouais? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un distributeur, le rabbin. C'est-à-dire tu l'appelles le rabbin, il va te dire non, moutard, c'est bon. Voilà. Moutard. Non, assour. Alors tu as celui qui rend tout assour et tu as celui qui rend tout moutard. L'un et l'autre, ils sont compliqués. Et après, toi, tu comprends pas parce que après, tu te dis attends, lui il dit assour, l'autre il dit moutard. Mais qui me dit vrai, qui me dit faux? Mais demande-leur pourquoi lui il te dit assour, pourquoi lui il te dit moutard. Demande-leur de t'expliquer les raisons dans la Gemara, dans la Mishnah, dans la Halacha, dans le Shulchan Aruch, dans les poskim, les mekorot. Et attention, hein, pas de t'offrir des sfarim qui te font déjà le résumé de tous les mekorot. Tu comprends ce que je veux te dire? Réellement, si le Rav, lui, il est mounach dans la Souga, s'il a bien compris ce qu'il doit étudier. Le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que Rabbi Nachman, il dit que Beigva Demshicha, plus on va se rapprocher, c'est marqué dans Masechet Sota, d'accord, daf même tête là-bas, qu'à la génération messianique, il y aura beaucoup de rabbins qui auront tendance à être, entre guillemets, pas si compétents que ça. Et de ne pas faire tant le bien que ça. Mais attention, hein. On peut montrer du doigt, on va dire « Ah voilà, c'est un rabbin qui l'a dit, regarde les rabbins ». C'est pas vrai. C'est-à-dire tout le monde, on est tous dans le même bain, hein, entre guillemets. Mais c'est une chose qui ne devrait pas exister dans les milieux rabbiniques. Mais les milieux rabbiniques, c'est des hommes aussi. Hein. Ils ont le Yetzerara, les hommes. Tous, rabbin par rabbin. Et tout simplement, quand tu fais les choses pour ton kavod, quand tu fais les choses pour te mettre en avant, finalement, au lieu d'être un mezaké arabim, d'accord? Au lieu de faire du zikouï arabim, tu fais du zigouï arabim. Tu massacres le rabbim. Ouais, on zigouille. Ouais, c'est le jeu de mots. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement qu'il faut faire attention à ces points-là. Et Rabbi Nachman, il dit alors à qui il faut t'attacher réellement? Rabbi Nachman, il dit il faut t'attacher au poskim. Pas au chassidim. Pas au mekoubalim. Au poskim. Il faut t'attacher au dayanim. S'il est dayan, s'il est posek, siman qui connaît la halacha. Lui, tu t'attaches à lui. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Et il faut avoir le respect. Ça ne veut pas dire que Rabbi Nachman, il est en train de dire qu'il n'y a plus de rabbanim. Comme certains dans le milieu de Breslev ont envie de le dire. D'accord? Ont envie de l'interpréter. Il ne dit pas qu'il n'y a plus de rabbanim. Non, mais il y en a qui veulent l'interpréter comme ça. Après Rabbi Nachman, il n'y a eu personne. Non, mais tu parles de... Il y a eu Rabbi Nathan. Attendez. Mais après, aujourd'hui, il y a beaucoup de rabbins, et en particulier chez Breslev ou chez plein,
On s'en fout. Ils font du n'importe quoi. Viens. On va une minute. Ok. La Chassidoute Breslev, ok. Il y a eu le Rabbi Nachman, après Rabbi Nachman, il y a Rabbi Nathan, et après, bon, voilà. Ok. Il y a quelques rabbinim ici et là. Il y a des débats chez tout le monde aujourd'hui. C'est-à-dire, tu peux montrer Breslev du doigt, tout le monde, tu peux montrer tout le monde du doigt aujourd'hui. Tout le monde, tu peux montrer du doigt. Il y a des débats chez tout le monde. D'accord? Ça, c'est un des problèmes. On dit que le Havon le plus grave qui existe au sein même de la Torah, c'est le débat. On dit que le jour le plus triste de tout le Talmud, c'est le jour où le premier débat a vu le jour, parce qu'on ne savait plus le Shabbat si on pouvait faire la smicha, c'est-à-dire appuyer sur les cornes d'un animal qu'on devait sacrifier le Shabbat ou non. D'accord? Le propriétaire de l'animal, normalement, il doit appuyer sur les cornes pour transmettre ses fautes à l'animal, avant de sacrifier l'animal. Ils ne savaient plus si on pouvait le faire ou pas, ils ne savaient plus ce qu'avait dit Moshe Rabbeinu. Ils sont entrés dans un débat. On dit que c'est le jour le plus triste, alors que c'est une marloquette, les Shem Shamaim. D'accord? C'est pas les Shem Kavod, c'est pas au nom du respect, ou de l'orgueil, ou des intérêts personnels. C'était pour savoir c'est quoi la halacha. Chachamim à l'époque, ils nous disent, c'est le jour le plus triste que nous ayons connu. Le premier débat depuis que Moshe Rabbeinu nous a transmis la Torah. Premier débat. T'imagines? Donc après les débats d'aujourd'hui, alors si ça c'est un débat qui est triste, alors tous les débats qu'on a aujourd'hui, pas ils sont tristes. C'est tristouné. Quand après on a le débat Ashkenaz Séfarade, ou Marocain, Tunisien, ou Chabad Breslev, c'est vraiment tristoun. Moi je vous dis la vérité. Parce qu'à la base, vous faites tout savoir par l'Yetzera, on n'est qu'un seul peuple. On n'a qu'une seule Torah. Il y a différentes coutumes. Et les coutumes, ce qui a influencé les coutumes, c'est le fait que chacun, dans sa zone géographique, a suivi ses rabbinim. Donc, le fait qu'il y ait différentes coutumes et autant de coutumes aujourd'hui est dû, entre guillemets, à une différence géographique parce qu'on a été éparpillés à travers le monde. Je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Je peux terminer. Bezrat Hashem. Maintenant, de l'autre côté, on voit que quand Dieu a donné la Torah, chaque tribu, elle avait une coutume différente. Il y avait 12 tribus. Chaque tribu avait une coutume différente. Après, le problème qu'il y a, c'est que la massorette, la transmission, elle est où aujourd'hui? La transmission, elle pose problème. Elle pose un véritable problème. Donc on voit, en réalité, le problème des Mefoursemé Sheker. C'est comme ça, tu veux encore en remettre une couche? On va encore... Parce que c'est pas ça. Vas-y, c'est quoi? C'est tous les rabbins aujourd'hui qui font du n'importe quoi parce qu'ils sont rabbins. Alors, justement, qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce que quand je dis quand ils sont rabbins, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur titre. C'est pas une plainte. Alors, bonnet blanc, simplement aujourd'hui. blanc bonnet. Ça veut dire aujourd'hui qui c'est le vrai rabbin, qui c'est l'escroc. Je veux dire la vérité. Ouais, ben alors c'est très facile de dire ça, d'accord? C'est un peu trop facile, c'est des raccourcis qui sont un peu trop rapides. Parce que ça, c'est la meilleure ta'ana qu'ont tous les gens qui ont un très mauvais penchant, un très gros mauvais penchant, un très gros yetzerara, ils disent, ah ben voilà, tous les rabbins, c'est des escrocs. Donc, j'ai pas dit ça. Quand tu dis ça, d'accord? Quand tu parles des Mefoursemé Sheker, encore une fois, Mefoursemé Sheker, ce sont des gens qui usent de leur statut, d'accord? Les Shem Kavod, les Shem pour leur intérêt personnel, pour leur nom, pour leur orgueil, pour ce que tu veux, et qui ne font pas ce qu'il faut, soit par manque de connaissances, ce dont j'ai parlé avec les sites internet au départ. Donc des fois on peut appeler des gens qui n'ont pas les connaissances et qui ne sont pas capables de répondre à certaines questions, soit par manque de connaissances, d'accord? Soit tout simplement par orgueil, qui sont guidés par de mauvaises, entre guillemets, intentions. C'est pas que des gens mauvais. Eux, ils pensent faire du bien, mais il y a leur orgueil. Tu comprends? Moi, j'ai déjà entendu un rabbin où quelqu'un en face de lui a dit je ne suis pas d'accord avec vous. Le rabbin lui a répondu si tu n'es pas d'accord avec moi, tu n'es pas d'accord avec Dieu. Sur un sujet qui n'a aucun rapport avec Torah ou Mitzvot. Quand on arrive à un stade pareil, alors là, ça y est, c'est fini. D'accord? Donc après, il faut faire attention à cela. Il faut faire attention à tous ces pièges-là. Et on va s'arrêter là. C'est aux gens de savoir faire attention. Par qui ils s'encadrent, vers qui ils vont. Si les gens vers qui ils vont ont reçu une formation, s'ils sont reconnus. Déjà, il faut qu'ils soient reconnus. Mais les gens, ils connaissent rien. Mais les gens ne connaissent rien. C'est aux gens de savoir aujourd'hui qu'il faut... Chachamim nous disent Techabedeu, techachedeu. Ton prochain, tu dois le respecter, tu dois le suspecter. Chabedeu, hachedeu. Respecte-le, suspecte-le. Une personne que tu ne connais pas, même un rabbin, tu as le droit de le suspecter.
de demander justificatif. Justement. Il y a plein de rabbins à la mode aujourd'hui, ils passent à la télé, Alors, sur toutes qu'est-ce que les ça fait, émissions là. qu'ils ont Et ils se diffusent et ils disent plein de bêtises et ils font plein de destruction. Ils font un khorban réel. Bon, est-ce que je peux? Ouais. Voilà. Ça, c'est. Il n'y a pas que les rabbins, il y a Internet, hein. Ouais, bien sûr. Il y a Facebook, il y en a, ils sont même pas rabbins, hein, d'accord? Et ils donnent des cours de Torah, alors qu'ils n'ont pas les connaissances. D'accord? Donc, il y en a plein. Et parce qu'ils ont écouté le cours d'un tel, et le cours d'un tel, et le cours d'un tel. Mais attends, on est là pour critiquer. Moi, je suis pas là pour critiquer. Moi, je suis pas là pour voir le côté négatif. Moi, je suis là pour apprendre aux gens à se construire positivement. Maintenant, tout ce que je suis en train de dire, c'est que à force de regarder le négatif, ça te fait rentrer dans une dynamique négative qui va ne faire que renforcer ton Yetzer Hara. Tu rentres dans un jeu qui est dangereux. D'accord? D'ailleurs, il est rapporté qu'un Talmid Chacham, il doit faire très très attention à ce qu'il dit et à ce qu'il écrit. Très très attention. D'accord? Donc, maintenant, par rapport à ça, et justement, ce genre de passage du Likutei Moharan, c'est ce qui a valu au Rav Nachman de Breslev à son époque les foudres de certains rabbanim et Gdoléador de l'époque. Et la réponse des Breslev, c'est de dire celui-là, s'il est sorti contre Rabbi Nachman, c'est que c'était un Meforsam Sheker. Ça y est, c'est bon, elle est trop facile. Après, on se rentre dans un mode stalinien, de dictature. À partir du moment où tu n'es pas d'accord avec mon Rav, ça veut dire que toi, tu es un menteur. Tu n'es pas d'accord avec le Hémet. Mon Rav, c'est lui qui a le Hémet. Comment on peut dire une chose pareille? Comment, si tu es un tzaddik, comment tu peux venir dire que ce que tu as compris, toi, c'est 100% le Hémet? Moi, Baruch Hashem, j'étudie depuis des années. Ça m'est arrivé de revenir sur des passages de Mishnayot, de Gemara, de Shulchan Aruch, que je pensais avoir compris quand j'étais petit, que je pensais avoir compris quand j'avais 20 ans, que je pensais avoir compris quand j'avais 30 ans, et c'est des passages que j'avais étudiés à plusieurs reprises, et à chaque fois que je reviens dessus, je me rends compte qu'il y a tout le temps un truc en plus que je vais apprendre. Et que les premières fois que je reviens dessus, je me rends compte à quel point je m'étais trompé dans ma compréhension. Donc quand une personne donne un cours de Torah, et qu'il a étudié une Suga une seule fois dans sa vie, ou une halakha dans le Yakut Yosef une seule fois dans sa vie, ou à l'Ikutei Moharan avec les Pirushim, on ne sait même pas qui c'est qui a écrit ces Pirushim là, une seule fois dans sa vie, et qui s'amuse à donner des cours de Torah, d'accord, ou qui va voir les livres traduits et qui s'amuse à donner des cours de Torah, peut-être qu'il ne construit pas, peut-être qu'il détruit. Et là, il se rentre lui dans le Meforsam Sheker. Lui, il se rentre dans ce problème-là. C'est un véritable problème. On te dit, on t'enseigne, tu veux devenir un Rav qui enseigne à la Yeshiva, on t'enseigne dans la Gemara, dans la Mishnah, qu'un Rav qui enseigne, c'est 1 sur 1000. T'as 1000 Talmidim dans la Yeshiva, t'en as qu'un seul qui peut enseigner correctement. Un seul. C'est une folie. Donc, à chaque fois que je donne ce genre de cours, il y a toujours des rabbins qui vont m'appeler en disant « Vous avez parlé de moi, c'est moi le problème, parce qu'on m'a dit ceci, on m'a dit que vous m'avez critiqué, on m'a dit comme ceci, on m'a dit comme cela. » Moi, tout ce que j'essaye de vous dire, d'accord, c'est que moi, je ne m'amuse pas à parler des autres. Non, mais je donne aucun nom, parce qu'après, les gens ils vont vouloir interpréter, etc. Je ne m'amuse pas à parler des autres, d'accord? Mais je peux vous dire, que ce soit à Netanya, à Jérusalem, en France, en Israël, il y a des gens qui font beaucoup de mal et qui sont pas rabbins. Il y a ici des kabbalistes francophones à Netanya, qui font des massacres. Tu lui donnes une Gemara, il n'est pas capable de l'étudier. Tu lui donnes un Tanya, il n'est pas capable de l'étudier. Quoique le Tanya, quand tu ne connais pas, ça peut être compliqué. Quand tu n'as pas toutes les références en Gemara et toutes les connaissances qu'il faut pour pouvoir l'étudier. D'accord? Parce que c'est un livre qui est très très complet. C'est un super bouquin, entre guillemets, hein. Baruch Hashem. Donc, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Bon, Baruch Hashem. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit justement qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à toutes ces choses-là. Il faut faire attention. Il faut se renforcer. Torah, Mizot, etc. C'est bien, Relba, on peut un truc un peu plus sympathique maintenant. Parce que ces trucs-là, qui viennent d'Europe de l'Est, je vous dis la vérité, hein, avec ce rabbin, et celui-ci, et ceux-là, et toutes les marlocotes, ça y est, hop, cloct. D'accord? Baruch Hashem. Voilà. Alors, avec l'aide de Dieu, c'est bon. On a besoin un peu de se détendre. La Torah, c'est un kiff, normalement. L'étude de la Torah, c'est un kiff, normalement. Aller à la synagogue, c'est un mérite. Mettre tes tefilines, c'est un truc, mais alors... c'est pas une galère, 5 minutes dans ton bureau, il faut mettre les tefilines, hein. Sinon le rabbin il va venir, ou le rabat du coin il va me dire t'as mis tes tefilines ou t'as pas mis tes tefilines? Il va me prendre la tête. Alors je vais mettre les tefilines, comme ça je me débarrasse. Oui? Tefilines en 2 minutes, schéma Israël en 1 minute, en 3 minutes j'ai fait TGV. D'accord? Voilà, donc, tefila grande vitesse. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit?
On voit, ouais, je sais. Alors maintenant, ça m'a pris 10 secondes pour la sortir à vanne. Alors maintenant, pour montrer que je suis fatigué, tout ce que j'essaye de dire, c'est quoi? C'est que c'est un mérite. Tu savais ce que c'est de faire ta tfila. Tu savais les secrets qu'il y a derrière chacune des lettres dans ton sidour. Tu savais pourquoi dans certains sidours à l'époque, on écrivait les noms de Dieu d'une certaine façon et aujourd'hui on écrit d'une autre façon. Qu'il y a des raisons, pas que halachique, qu'il y a des secrets. Pourquoi on prend des mizmorim, de Tehillim, des psaumes et on lit dans un sens et pas dans l'autre? C'est-à-dire les gens ils connaissent même pas le sens de la tfila qu'ils font. Ils savent pas. Ils savent pas. C'est-à-dire quand on est français, il y en a parmi nous, on ne sait même pas la traduction de ce qu'on est en train de dire. Tu ne sais pas ce que tu fais. Donc quand tu ne sais pas ce que tu fais ça comme un robot. Tu dis allez, c'est pour la mitzvah. Essaye de comprendre ce que tu es en train de faire. Le kiff dans lequel tu es en train de te rentrer. Parce que le problème qu'il y a, bande de khmar, et je vous le dis à tous, et je vous le dis clairement, si aujourd'hui vous êtes en train de vous plaindre de certains rabbins qui ne sont pas absédaires, etc., c'est parce que vous, au lieu d'étudier, d'accord, et de vous mettre à niveau, et de vous renseigner, vous laissez la possibilité à des gens qui sont borgnes au niveau, dans le royaume des aveugles, d'accord, de pouvoir vous dire ce qu'ils veulent, et vous plongez, et on gobe. Justement, parce qu'on a des lunettes et qu'on voit aujourd'hui... Alors, Baruch Hashem, c'est très bien. Bonjour. On voit ça. Ça va? C'est pour ça qu'on parle comme ça. Oui, bah alors viens, on va continuer. Rabbi David, le cours il est pas qu'avec toi, mais Non, vrai, je t'aime beaucoup, mais vas-y, tu m'as donné Shrana là. Viens, je bois un peu d'eau, j'ai fait déjà la bracha avant la vidéo. Voilà, donc on va en réalité, Bezrat Hashem, ça c'est un point. Maintenant on va parler d'un autre point. On peut parler d'un autre point? Vous avez d'autres questions? Ou c'est bon? J'avais une petite question tout à l'heure par rapport à la page de la semaine dernière. Alors, en fait, quand on parle en parler avec Stéphane, il y a un truc moi qui m'a un petit peu interpellé, c'est que quand Eliezer il est parti chercher une femme pour Yitzhak, Ouais. il s'est arrêté auprès du puits, il a fait une prière à Hachem, etc. Et à ce moment-là, il y a Rivka qui s'est présentée à lui. Oui. Comme quoi, la prière de Tzadik, elle a été entendue, etc. Oui. Alors, ma question que je me suis posée, je me suis dit, mais on sait que les commentateurs, etc., ils nous expliquent qu'en réalité, Rivka c'était une grande sadéquette parce qu'en plus, non seulement elle a donné de l'eau à Eliezer, mais en plus, à chez Chameau, Oui. environ, et elle les a vraiment rassasiés. Apparemment, ça a représenté une centaine de litres d'eau. Alors, moi, je me suis posé la question, je me dis, à ce moment-là, Rivka n'avait que 3 ans. Enfin, d'après ce que j'ai compris, après, je sais pas si peut-être que je me trompe ou pas, mais j'ai lu que comme quoi elle avait 3 ans à ce moment-là. Alors, je me suis dit, mais. De la force. En fait, j'ai comparé. Non, à quoi ça correspond on 3 ans rapporte d'époque 5 ans. Elle avait 5 ans. Il y en à a ce qui moment-là disent 3 ans, mais en réalité 5 ans. 5 ans, bon. Alors, même Bon, 5 ans. 5 ans quand même, ouais. À 5 ans, je me dis, mais comment ça. Bah, ma fille, elle a 5 ans, je t'assure que c'est une tornade à la maison, elle fait la vaisselle et tout, hein. Dieu bénisse. Hein. Dieu bénisse les filles. Non, parce que toi, t'es un garçon, t'as du mal à comprendre que t'es plus lent que les filles. D'accord? Et t'as du mal à comprendre que dans ta tête, tu réfléchis plus lentement qu'une fille. T'es marié? Oui. Bon, ta femme, elle te dit pas des fois. Bon, elle vient, laisse tomber. Alors maintenant, on rigole. Mais on est tous mariés, ça nous arrive à tous. Moi aussi, ma femme me dit des fois, t'es lent. Samedi soir, je suis parti avec mon fils. On a des super vélos que j'ai achetés aux gosses, hein, des vélos, une tannée, d'accord? Ils m'ont coûté un bras, une jambe, ok? Bref, on prend les vélos, je pars avec un de mes fils, d'accord? Qui a 15-16 ans, et lui, Dieu bénisse, depuis qu'il est tout jeune, il fait du vélo tous les jours pour aller à l'école. On a parti, on a fait un tour à l'aller, je suis devant lui. Au retour, il m'a tracé. Il m'a tracé, le gosse. Dieu bénisse. Et pourtant, j'avais une application dans ma montre et tout, parce que j'ai des montres pour faire du sport et tout. Et la montre, elle me dit que j'ai roulé en moyenne à 22 km/h. Donc lui, je sais pas à quelle vitesse il roulait, le gosse. Et c'est pas des vélos électriques maintenant. Hein. Donc Dieu bénisse. Et ce qui s'est passé tout simplement, c'est que quand je suis rentré, j'étais fatigué. Ma femme m'a demandé de lui passer le biberon d'eau pour le bébé. Oui. J'étais un peu avec des courbatures, un peu fatigué. Elle m'a dit, qu'est-ce que t'es lent, la rabbinite? Ça arrive. Tu comprends ce que je veux te dire? Elle s'en fout que je suis parti faire 20 km avec son fils et qu'il m'a tracé. Elle s'en fout que ça fait 20 ans que j'ai pas fait de sport. Elle s'en fout de ça, ma femme. Elle veut que quand il y a le biberon qui est là, que je lui passe vite, pas lentement. Tu comprends ce que je veux te dire? Les femmes sont plus rapides que nous. Les femmes, Dieu bénisse, sont plus intelligentes que nous. Les femmes sont plus sensibles que nous. Les femmes, elles sont, Dieu bénisse pour elles. Tu comprends ce que je veux te dire? Extraordinaire. D'ailleurs, le Ham Israël, s'il est sorti d'Égypte, c'est par le mérite des mères d'Israël. Et si on sortira de cette galoute, ce sera par le mérite des mères d'Israël, des filles qui sont sur Facebook, là, qui nous regardent, qui vont prendre sur elles la pudeur. D'être pudique, de pas se montrer en public, de pas se montrer en maillot de bain, pour avoir des commentaires d'étrangers.
ou de gens qu'elles ne connaissent pas. D'accord? Donc en réalité, par le mérite de ces filles-là, qui vont faire cela, on aura la Géoula. Maintenant, parmi toutes les autres mitzvot qui existent, Baruch Hashem, et que font les filles d'Israël, Baruch Hashem, tout ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que, donc à 5 ans, elle était très rapide. Maintenant, c'est quoi ta question? Bah, c'est que, en fait, je me suis étonné qu'une fille de 5 ans puisse avoir autant de force et autant de patience. Alors la Gemara, une centaine de litres d'eau. la Gemara, elle te parle de ça. Premièrement, c'est pas une centaine de litres d'eau. D'accord? Ok? Premièrement, elle a ramené une jarre, ok? Un seau, pour que les chameaux puissent boire. La couchette de la Gemara, c'est de te dire, mais un chameau, quand il va remplir ses réserves d'eau, il peut courir plusieurs jours dans le désert sans avoir besoin de se désaltérer. Pourquoi elle a ramené de l'eau au chameau? Et d'abord, elle a ramené à Eliezer, après, elle a ramené au chameau. D'accord? Il y a deux choses qu'on apprend. La première chose qu'on apprend, c'est le pshat, c'est qu'elle n'a pas voulu abaisser Eliezer au niveau de l'animal. Donc d'abord, elle s'occupe de l'homme, après, elle s'occupe de l'animal. Elle n'a pas voulu l'abaisser. Donc d'abord, elle a fait kavod à Eliezer, après, elle s'occupait des chameaux. Donc on voit déjà qu'elle avait le derech eretz. Elle avait une bonne façon de se comporter. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça, c'est premièrement. Bien que Alpi Halacha, quand toi, tu as un animal chez toi à la maison, tu dois le nourrir avant de te nourrir. C'est autre chose. D'accord? Maintenant, ça, c'est premièrement. Pourquoi elle a apporté de l'eau aux chameaux qui n'avaient pas besoin de boire? La Gemara te dit, ils n'avaient pas besoin de boire. Parce que, tout simplement, les chameaux, en plus, il y a eu Kfitsat Aderer. Donc, il a gagné en chemin. Ils sont même pas couru dans le désert pendant plusieurs jours. Donc, tout ce qu'il y a, c'est quoi? C'est tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de vent ce jour-là et que les naseaux des chameaux étaient remplis de sable. Et que les naseaux remplis de sable peuvent entraîner des infections. Donc, elle est venue pour permettre aux chameaux de nettoyer leurs naseaux. T'as compris? Elle a pensé à ça. Et elle lui a dit Arbe ruchot yesh ba'avir. Le Midrash nous rapporte. C'est quoi Arbe ruchot yesh ba'avir? Rabbi Shmuel nous explique qu'en réalité, il y a beaucoup de maladies dans l'air. On parle des microbes. Il y a beaucoup de microbes, il y a des maladies. Donc pour pas qu'ils attrapent des microbes et des maladies, d'accord? Elle est venue, elle a fait en sorte que les chameaux puissent se nettoyer leurs naseaux. Ça, c'est pour te parler de Rivka. C'était ta couchia, voilà ta réponse. Elle est sympathique la réponse. Et ils voient en plus le kavod, etc., qu'elle a fait à Eliezer, aux animaux, etc. On voit que c'est une balade très saine. Donc ça répond à ta question. Maintenant, on voit. Maintenant, pour ceux qui ont des petites filles de 5 ans, je vous assure que les petites filles, des fois, elles sont roulas. Elles sont beaucoup plus indépendantes que les garçons. Pour le même âge, hein. D'accord? Donc tout dépend des familles. Quand on a une famille d'endormis, même si la fille elle est endormie, elle est moins endormie que les garçons. Et quand on a des familles d'excités, la fille elle est pas trop excitée, mais elle est plus dynamique que les garçons. Tu comprends? Ben Porat Joseph. Donc maintenant, par rapport à cela, donc voilà, ça c'était le deuxième point. On peut continuer? On va continuer sur un point qui est important. Parce que la semaine dernière, on a commencé un peu à parler de cacheroute, et là, ça va être le point de la fin. On voit tout simplement que le rapport que Dieu a eu à l'homme, il est très intéressant. Parce que la première mitzvah que Dieu donne à l'humanité, c'est de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Okay? En fait, le fruit de l'arbre qui faisait le lien entre le bien et le mal. Etz Da'at Tov Hara. Da'at, c'est union. D'accord? C'est unir, en réalité. Donc maintenant, c'est comme ça qu'on te dit Chochma Bina Da'at, Chabad, entre guillemets, c'est une notion de Kabbalah. C'est quoi Chochma Bina Da'at? Chochma, c'est ton potentiel, ce que Dieu t'a donné. Bina, c'est ce que tu en fais, c'est ta compréhension. Da'at, c'est comment tu vas te relier aux autres et te relier à Dieu, grâce à cela. Donc le savoir que tu vas avoir. C'est très différent en français de connaître quelqu'un et de savoir quelqu'un. Ça se dit de savoir quelqu'un. Quand je connais quelqu'un de vue. Je le connais un peu, je lui ai déjà parlé. Quand je sais quelqu'un, je sais la personne, ça veut dire que je connais la personne sous ses moindres angles. Je sais comment elle va réagir, comment elle va parler, comment elle se tient. D'accord? Savoir quelqu'un, entre guillemets. D'accord? Donc on voit quoi en réalité? Nous, on doit chercher à avoir le savoir de Dieu. En réalité, savoir Dieu. Ne pas croire en Dieu, c'est pas avoir la émouna. Il y a une très, très grande différence entre le croyant et le sachant. Celui qui croit en Dieu, il peut avoir des doutes. Celui qui sait que Dieu existe, il ne va pas douter. D'accord? Maintenant, tu ne dois pas devenir schizophrène et essayer de te convaincre. C'est par simple logique, à travers
la Torah, à travers Torah Mitzvot et le travail que tu vas faire de réflexion sur toi-même, que tu dois arriver à cette conclusion. Maintenant, ce qui est extraordinaire, et ça qui est fantastique, c'est qu'on voit que la première mitzvah que Dieu a donnée à l'homme est en rapport avec son alimentation. Et il lui dit ce qu'il peut manger, ce qu'il ne peut pas manger. Adam et Ève ont été créés herbivores. Ils ne devaient pas manger de viande. Ils ne devaient pas manger de poisson. Le corps humain, à la base, n'a pas été créé pour manger de la viande et du poisson. C'est parce qu'ils ont fauté que Dieu a laissé l'homme consommer la viande et le poisson et les oiseaux, etc. Il avait besoin de le consommer ou... Non, au départ, non, il n'était que herbivore. Une fois qu'il a fauté. Hein? Une fois qu'il a fauté. Une fois qu'il a fauté, il est tombé au niveau matériel. C'est ça. Donc Dieu, il lui a ouvert les portes du Yetzer Hara et de la Tahava. Et aujourd'hui, la nourriture, c'est devenu la plus grande source de problèmes de santé. Parce qu'on est dans une génération où on mange trop. Et on mange mal. C'est de la malbouffe, c'est du fast food. C'est de la nourriture que tu fais vite, quoi. Tu sais pas ce que tu manges aujourd'hui. Une fois, j'étais avec le Rav Moussafi et on regardait la composition d'une saucisse qui était fabriquée dans une usine. Et avec le Rav Moussafi, on était étonnés parce qu'on s'est dit, cette saucisse-là, elle n'est pas bassari. Tu peux la prendre, la tremper dans du lait. Il y a tellement d'amidon et d'excipients et de produits, etc., que tu as des... Aujourd'hui, il y a de l'ammoniac, il y a des saucisses avec de l'ammoniac. Ils te mettent de l'ammoniac. Tu vois? Il y a du fromage. Quand tu vois, il y a 10% de lait dans le fromage. Le reste, c'est du plastique. Tu comprends plus rien. On comprend plus rien quand tu achètes aujourd'hui la nourriture traitée en usine. Tu sais pas ce que tu es en train de manger. On voit en réalité, il y a une notion qui est importante. Akadosh Baruch Hu, il te dit voilà. La première mitzvah qu'il te donne, elle est en rapport avec ton alimentation. Ce que tu peux manger, ce que tu peux pas manger. Il lui explique à l'homme ce qu'il doit manger, ce qu'il peut pas manger, et le fruit interdit. Et on voit que cette notion de cache-route que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils disent « Ah, la cache-route, ah, la cache-route. » Voilà, moi je vais aller à l'hôtel, je vais aller au club. Cet été, ils sont partis où? À Mykonos. Vous connaissez Mykonos? Il y en a eu plein qui m'ont dit « On va à Mykonos. » Tu vas où à Mykonos? Au club. Quel club? Moi, le club, tu me dis quoi le club? Club Med? Où il est cachère, lui? Je l'aime beaucoup, Trigano. Hein. Je les aime beaucoup, la famille Trigano. Bonjour. Si vous nous regardez, bonjour. Ce serait bien d'en faire quelques-uns cachères, des clubs Med, si ça existe. Mais bon, vu ce qui se passe là-bas, il n'y a pas de... Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Dans ce que j'essaye de dire, c'est que en réalité, tu vois que il y a des jeunes qui vont là-bas et disent « Mais moi, je mange cachère. Je suis allé dans l'hôtel. Il y en a un, il m'a dit « Je suis allé au Japon. Je suis allé dans un super hôtel. Mais j'ai mangé cachère. » Je lui dis « Qu'est-ce que tu as mangé ?» J'ai mangé que du poisson. Et j'ai mangé que des sushis. Je fais t'as vérifié dans le sushi s'ils t'ont pas mis des pieuvres. Il me dit comment ils mettent des pieuvres dans les sushis. Tu veux, on va voir le menu de l'hôtel. Tu te moques de moi. Et lui, il découvre en réalité que en anglais, il y a certains poissons au Japon qui ont une traduction anglaise qui correspondent à des poissons aux États-Unis ou en Angleterre qui sont cachères. Mais au Japon et en Asie, ce sont des poissons qui ne sont pas cachères. On a le même problème en français. Hein. Le nom d'un poisson, c'est pas ça qui te dit... tu comprends? À Marseille, quand on te demande du loup, c'est pas cachère. Il y a des poissons à Paris, c'est un poisson. À Marseille, c'est un autre poisson. D'accord? Donc l'appellation d'un poisson et son nom, c'est pas ce qui... Tu peux pas te reposer là-dessus. Et il découvre en réalité qu'il y avait beaucoup de poissons non cachères. Il pensait avoir mangé cachère. Maintenant, mis à part ça, le gras qu'ils utilisent en cuisine, vous voyez, le gras animal et le gras des pieuvres. Quel tralude il est parti se faire? Quand tu vas manger dans une cuisine où on te sert pas cachère, même la salade verte, on te la donne, il peut y avoir une embrouille dans ta salade verte qui est crue. Et là, les gens, ils ont beaucoup de mal à comprendre. Et en plus, avec l'industrialisation de la production alimentaire, alors on a des défis de cache-route aujourd'hui, on ne comprend plus rien, on ne comprend plus ce qui est en train de se passer. D'accord? Parfois je vois des luttes entre certains rabbinim pour dire ce bonbon il est cachère, l'autre il dit le bonbon il n'est pas cachère. Le bonbon, je t'explique, hein, c'est un bout de plastique avec des colorants, d'accord? Des goûts artificiels, c'est toutes les clalottes de la Torah, elles sont dans les ingrédients de ce bonbon. Tu as toutes les clalottes dedans et toi tu le manges le bonbon et tu le donnes à tes enfants. Donc tout ce que j'essaye de dire tout simplement, hein, c'est qu'il faut faire attention aujourd'hui. On te dit quoi? On te dit que ce que tu manges, pourquoi Dieu, à Adam, il lui dit fais attention à ce que tu manges? Pourquoi par la suite, quand il donne la Torah, on voit qu'il y a les règles de la cache-route? Parce que ce que tu manges, ça va influencer ton esprit et ta façon de réfléchir. D'où tu l'apprends?
Est-ce que vous savez dans quelle partie du corps il y a le plus de neurones? Ça va? La colonne vertébrale. Le palais. Alors, Mais les neurones, c'est tout ça c'est faux. Alors on reprend. Les gens, quand on leur dit neurone, ils disent cerveau. Et si je vous apprends que dans chaque cellule vivante, dans votre corps, il y a des neurones. Dans tout le corps, dans tous les organes, les muscles, partout, il y a des neurones. Par contre, l'endroit où il y a le plus de neurones dans le corps, c'est le système digestif. D'ailleurs, on appelle ça le deuxième cerveau. D'ailleurs, si une personne mange mal, elle va avoir des gaz qui vont lui monter à la tête, et le matin, elle va avoir du mal à se lever, elle va avoir mal à la tête, elle va avoir des vertiges, elle n'est pas bien. Oui? Parce que ce que tu manges, ça va influencer ta production neuro-hormonale, parce que comment ton hypophyse, là, la petite glande en dessous du cerveau, elle produit les neurohormones? Parce qu'elle communique avec les glandes surrénales. Mais qu'est-ce qu'elles lui disent, les glandes surrénales? Qu'est-ce que le corps a ingéré? Quelles sont les réserves du corps? Et avec ça, les glucides, les lipides, et quelle sorte de glucides? Quelle sorte de lipides? Quelle sorte de protéines? Comment on peut transformer des macronutriments, les micronutriments, etc. Comment on peut transformer ces aliments, d'accord, en neurohormones? Les neurohormones, c'est ce qui crée les fluides dans votre cerveau, dans votre corps, pour permettre au corps de communiquer entre le cerveau et les organes. Quand tu manges mal, ton corps, tu vas mal réfléchir avec ta tête, et ton corps, il va pas se sentir bien. Quand tu manges bien, tu respectes les règles de la cache-route, mais aussi tu respectes les quantités que tu dois manger. Et quand tu respectes les règles de la cache-route, je suis désolé de vous le dire, je vais peut-être vous choquer, qu'il y ait un tampon de cache-route, Badatz, Yerushalayim, c'est bien, mais vérifie à ce que tu es en train de mettre dans ta bouche. C'est quoi les aliments qu'on est en train de te mettre? Ça suffit pas que ce soit marqué cachère, pense à ta santé aussi. Quand tu fais ce travail-là sur toi-même, et que tu as ce contrôle, d'accord? Et que tu arrives à mieux comprendre, parce que ton corps, ce que tu manges, que tu veuilles ou non, tu peux faire le travail des midotes que tu veux sur toi, ce que ton corps est en train de fabriquer au niveau des neurohormones et de ses neurones, tu ne peux pas lutter contre. Donc autant apprendre à apprivoiser ton corps, pour mieux contrôler ton métabolisme, pour mieux contrôler ton corps, et pour mieux contrôler ta façon de réfléchir et ta façon de te lever le matin. Ça a une très grande différence. Quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange, on dit qu'il est svelte, il est plus rapide, il est plus léger, il est mieux dans sa peau. Il est plus productif. Pourtant, il ne mange pas toute la journée. Depuis qu'on est tout petit, toutes nos mamans et nos grands-mamans, elles nous ont toutes dit « Mange comme ça, tu vas grandir. Mange comme ça, tu vas être fort. Mange comme ça, tu vas... Mange !» Et nous, on est restés dans ce mode-là. Mange, mange, mange. Les Tunisiens, ils sont tous traumatisés. Tu verras jamais un Tunisien qui laisse son assiette remplie à moitié. Ou qui laisse quelque chose dans son assiette. Tout est vide. Tout il mange. C'est plus fort que lui. Il a été conditionné. Vous savez c'est quoi la station de métro préférée des mères tunisiennes? La station mange, mange, mange mon fils. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ouais bon. Elle est vieille la vanne, mais bon. Tout ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a ces points-là qui sont très très importants. Maintenant, de la même façon que toi, tu fais attention à ce que tu rentres dans ta bouche, en matière de cache-route. Mais pas uniquement en matière de cache-route. Qu'est-ce que tu vas manger à quelle heure? Il est 1h du matin. C'est pas le moment de te taper 2 pizzas de Pizza Hut. C'est, t'as faim? T'as joué à ta PlayStation toute la nuit avec tes copains? Hein? Je sais pas ce que t'as fumé, je sais pas ce que t'as bu, et t'as faim? T'as la dalle? C'est pas le moment de te manger 2 pizzas? Parce que le lendemain matin, il y aura personne, hein, et toute la journée, tu vas être mal. Et pour travailler, tu vas être mal. Et combien comme ça? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on voit justement? Quand tu fais ce contrôle-là, tu apprends à dire non à la nourriture malsaine. Oh. Tu apprends à dire non. Et tu apprends à penser à ton bien. Et quand toi, tu es bien dans ta peau, et que tu es plus svelte, tu es plus productif, tu arrives à faire plus de trucs dans ta journée. Il y a beaucoup de gens, et je peux vous le dire, qui se posent la question, comment certaines personnes arrivent à faire plus de choses que d'autres? Ben, vous prenez les Bill Gates, les Mark Zuckerberg et tous ces types-là, ils font attention à leur régime alimentaire, ils font attention à leur santé physique, ils font attention aux heures auxquelles ils vont dormir, ils font attention à ce qu'ils mangent, et c'est comme ça qu'ils réussissent. Et quand vous voyez les grands rabbinim, les gdoléadors, c'est exactement la même chose. Les Havdil, ils ne sont pas dans le même business, entre guillemets. Parce qu'il y en a qui disent que la Torah c'est le business. Non, c'est un business. Non, c'est pas ce que tu as dit, c'est bien, on est copains, toi et moi. Attention. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement par rapport à ça que Baruch Hashem Ishtabar Shemolad, et on va terminer là-dessus,
On voit en réalité quand tu apprends à dire oui, à dire non, pour ton bien-être. De la même façon, tu dois apprendre à dire oui et à dire non aux gens autour de toi, aussi pour ton bien-être. Et ce sera BMT, le sujet du cours, la semaine prochaine, Blineder Bezrat Hashem. Merci d'avoir regardé ce cours, voilà. J'espère que c'était bien pour vous. Je vous sens un peu endormi, mais c'est pas grave. Voilà. À très bientôt. Bracha ve'atzlacha.